Bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, je voudrais remercier Addiction France pour l'organisation de cette journée, dont la programmation, il faut bien le dire, tout de même aujourd'hui s'entrechoque avec une actualité terrible, surtout pour le corps enseignant, qui jette une lumière crue, s'il en fallait une de plus, sur la nécessité de s'engager collectivement dans le développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes. Pour n'en citer que quelques-unes, l'empathie, la bienveillance, l'assertivité, l'esprit critique. Donc, je suis directrice du groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale qui est à l'initiative de l'expérimentation du Good Behavior Game en France. C'est une expérimentation que nous avons réalisée lors d'un essai pilote qui s'est engagé en 2015 en partenariat avec l'Académie de Nice et l'American Institute for Research qui porte le déploiement mondial du GBG, et ce grâce au soutien de Santé publique France, de la MILDECA et de la RSPACA. Mon objectif avec cette présentation, ça ne va pas d'être d'entrer dans le détail de la pratique du GBG en classe, parce que je laisse ça à mes collègues de Normandie qui vont animer la session suivante. Mon objectif avec cette présentation, ça va être de faire avec vous un premier lien avec la mise en œuvre du GBG à l'école et le développement des compétences psychosociales en tant qu'enjeu éducatif pour les années à venir. Le GBG, c'est une stratégie de gestion de classe qui permet aux enseignants de développer les compétences psychosociales de leurs élèves pendant qu'ils enseignent les matières scolaires, au cours de séances spécifiques, pluri-hebdomadaires, tout au long de l'année, mais aussi durant toute la journée de classe, parce que les gestes professionnels préconisés par le GBG s'insèrent parfaitement dans les pratiques éducatives de routine. Ici, vous avez le fil rouge de cette présentation que nous allons faire ensemble. Et nous allons commencer par voir ou revoir pour une partie d'entre vous la classification actualisée des compétences psychosociales pour qu'on ait bien tous en tête les objectifs qui nous animent. Nous évoquerons ensuite les principaux points communs des interventions efficaces qui permettent d'assurer un réel développement des CPS. C'est un détour essentiel à effectuer pour que les objectifs qui sont liés aux enjeux soient suivis d'effets concrets et observables. Et pour compléter les propos de la première session, Madame B a tiré l'attention sur le fait qu'on ne va pas pouvoir mettre en place des programmes probants auprès de 12 millions d'élèves d'un seul coup, mais les preuves qui permettent de qualifier les programmes de probants n'amènent pas que la preuve de leur propre efficacité. Elles nous donnent aussi des informations sur les caractéristiques des programmes efficaces et notamment de programmes qui pourraient ne pas avoir eu la chance d'avoir bénéficié d'évaluations d'efficacité et qui pour autant revêtent des caractéristiques qui sont prometteuses. Nous passerons ensuite en revue une sélection de données scientifiques qui permettent de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le développement des CPS est considéré comme un enjeu majeur pour les années à venir. Je vous parlerai ensuite brièvement de notre essai pilote GBG France que nous avons réalisé entre 2015 et 2018. Et puis je conclurai avec une petite transition pour introduire le retour d'expérience GBG qui va suivre lors de la session que nous allons voir ensuite ensemble. Alors, en 2022, Santé publique France met à notre disposition un référentiel extrêmement solide sur les compétences psychosociales qui s'appuie sur une revue de la littérature scientifique internationale. Grâce à ce travail, nous pouvons mieux comprendre les différentes composantes de cet ensemble de compétences qui sont habituellement dénommées CPS. Et puis, nous apprenons également comment faire la différence entre une intervention efficace et d'autres interventions qui le seraient moins, ou voire même qui ne le seraient pas. Donc ici, vous avez la définition qui fait référence aujourd'hui. Les compétences psychosociales constituent un ensemble cohérent et interrelié
de capacités psychologiques, cognitives, émotionnelles et sociales, impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir, de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives. Ici, vous avez un schéma qui a été réalisé par le FRAPS Centre-Val de Loire et qui nous offre une vision synoptique de l'ensemble des compétences psychosociales qui sont détaillées dans le référentiel Santé publique France 2022. Vous voyez que nous avons 3 grandes catégories de compétences, les compétences émotionnelles en rouge, les compétences sociales en violet, je vous empêche de voir peut-être l'écran, et les compétences cognitives en vert. Ces 3 catégories, elles se subdivisent en 9 compétences générales qui ont été identifiées comme essentielles au développement psychosocial des enfants et des jeunes, quelle que soit leur culture. Et chacune de ces 9 compétences générales regroupe des compétences spécifiques. Donc pour les lister, les compétences émotionnelles en rouge, nous trouvons le fait de comprendre les émotions et le stress, de savoir identifier ses émotions et son stress, d'exprimer ses émotions de façon positive, de savoir gérer ses émotions et de pouvoir réguler son stress au quotidien, et enfin d'avoir la capacité de faire face en situation d'adversité. Les compétences cognitives en vert sur le schéma regroupent la connaissance de soi, le fait de savoir penser de façon critique, savoir s'auto-évaluer de façon positive et être capable d'attention à soi-même, être capable de maîtriser ses impulsions, avoir la capacité d'atteindre ses buts, savoir faire des choix responsables et être capable de résoudre des problèmes de façon créative. Et puis les compétences sociales, en violet sur le schéma, savoir demander de l'aide, être capable d'assertivité et de refus, savoir résoudre des conflits de façon constructive, savoir développer des liens sociaux, mais aussi des attitudes et des comportements prosociaux, avoir une capacité d'écoute empathique et pouvoir communiquer de façon efficace. Donc, je vous invite tous à lire le référentiel Santé publique France 2022. Vous y trouverez une description très précise de chacune de ces compétences. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de souligner que Santé publique France stipule qu'il est absolument certain aujourd'hui que ces compétences psychosociales peuvent être renforcées par des interventions psycho-éducatives. Et donc, même si les CPS des enfants qui entrent à l'école sont influencés par des facteurs sociaux, on le sait, mais aussi par des facteurs individuels, comme les compétences langagières ou les fonctions exécutives, elles peuvent évoluer et être acquises par des apprentissages formels et informels. Et cela signifie bien que les compétences psychosociales s'enseignent et que tout comme les apprentissages scolaires, il faut les expliquer, les faire pratiquer dans des contextes diversifiés, de façon répétée, et les consolider grâce à des feedbacks appropriés aux situations et à l'âge du public. Les méta-analyses publiées dans la littérature scientifique et décortiquées par Santé publique France ont permis de mettre en évidence 2 facteurs essentiels et 6 facteurs complémentaires qui caractérisent les interventions les plus efficaces de développement des CPS. Le premier facteur de réussite est d'être face à une intervention structurée et focalisée que le modèle nommé SAFE permet de décrire. Le S de SAFE fait référence à la nécessité d'avoir une intervention séquencée, c'est-à-dire qu'elle doit s'appuyer sur un ensemble d'activités CPS organisées et coordonnées. Le A de SAFE renvoie à une pédagogie active, c'est-à-dire que l'intervention nécessite la participation active des enfants et des jeunes via le recours à des activités expérientielles. Le F de SAFE met en avant l'importance d'une intervention focalisée sur les CPS clés, identifiées dans la littérature, telles qu'on vient de les lister. Et le E de SAFE renvoie au besoin d'avoir une intervention CPS explicite, dont l'objectif est formellement et clairement présenté aux participants
et ce, quel que soit leur âge. Le second facteur de réussite, et non des moindres, implique des critères de qualité de mise en œuvre. Cette qualité de mise en œuvre, elle peut s'évaluer grâce à l'examen de 3 axes. Premièrement, la fidélité au contenu dans la mise en pratique par rapport aux documents qui décrivent l'intervention, mais aussi le nombre du respect de séances initialement prévues est fondamental. Deuxièmement, la qualité des intervenants, c'est-à-dire leur capacité à mettre en œuvre l'intervention en respectant ses objectifs et la posture d'animation. Et troisièmement, l'adhésion et la réceptivité des participants qui doivent être motivés pour participer et sensibilisés en amont à l'intérêt de l'intervention pour favoriser leur bien-être. Et vous avez ici la liste des facteurs complémentaires, des contenus fondés sur les connaissances scientifiques actuelles, des ateliers intensifs qui s'inscrivent dans la durée, des ateliers structurés qui s'appuient sur des supports formels, une pédagogie positive et expérientielle, et les 2 derniers facteurs concernent l'environnement au sens large. Tout d'abord, des pratiques CPS informelles, parce que l'efficacité d'une intervention CPS varie en fonction de la possibilité qu'ont les enfants et les jeunes d'expérimenter les compétences psychosociales dans leur quotidien. C'est pourquoi est souligné en dernier lieu le point numéro 6, c'est-à-dire l'importance d'un environnement éducatif soutenant. Il est primordial que l'intervention CPS soit en cohérence avec les acteurs et le milieu d'implantation. La mobilisation des parties prenantes, la construction d'une vision commune autour du projet CPS parmi les adultes encadrants, l'articulation de l'intervention CPS avec les autres interventions et les ressources existantes, cela représente également des facteurs d'efficacité. Santé publique France nous fournit également une synthèse des effets des programmes CPS conduits exclusivement en milieu scolaire. Alors vous avez tous le diaporama sur vos clés, donc on ne va pas le lire littéralement maintenant, vous pourrez faire ça tranquillement à tête reposée en ce qui concerne l'amélioration des CPS, la modification des attitudes, l'amélioration des comportements relationnels, la réduction des problèmes de santé mentale. Je voudrais maintenant attirer particulièrement votre attention sur l'amélioration des résultats scolaires, parce que le renforcement des compétences psychosociales permet des conditions propices aux apprentissages dans un environnement scolaire apaisé, mais aussi l'amélioration de fonctions exécutives essentielles pour la réussite scolaire, telles que l'autonomie et la concentration. Et puis, je voudrais également attirer votre attention, parce que c'est d'actualité, sur la réduction du harcèlement scolaire qui a été éprouvé par les études et que vous voyez mentionné dans la catégorie réduction des comportements problématiques. Je vous propose d'examiner maintenant une méta-analyse qui est parue il y a une dizaine d'années. Elle repose sur des données extrêmement solides parce qu'elle s'appuie sur 213 études conduites en contexte scolaire, sélectionnées par les chercheurs pour la qualité de leur méthode, ce qui représente en termes d'effectifs cumulés plus de 270 000 élèves, une moyenne de 1200 élèves par étude en gros. Ces 213 études ont toutes pour objet d'observer les effets d'une intervention visant le développement des CPS sur un groupe d'élèves bénéficiaires en le comparant à un groupe contrôle. Et l'analyse fait partie des sources qui permettent d'affirmer que les interventions qui correspondent au modèle SAFE que nous venons de décrire sont beaucoup plus efficaces que celles qui n'y répondent pas, qui ne s'y conforment pas. L'analyse regroupe également les résultats de toutes ces études au sein de 6 catégories: les compétences émotionnelles et sociales, les attitudes envers soi et les autres, le comportement social positif, les problèmes de conduite, la détresse émotionnelle et les performances académiques. Or, l'analyse nous montre que les interventions conduites par les enseignants eux-mêmes sont efficaces dans les 6 catégories de résultats
tandis que les programmes menés directement auprès des élèves par du personnel non scolaire ont été efficaces dans 3 catégories de résultats, soit les compétences émotionnelles et sociales, les attitudes envers soi et les autres, ainsi que les problèmes de conduite. Et pour les professionnels de l'éducation nationale, sachez que la mesure de l'amélioration des performances académiques, elle se fait à l'aide de tests standardisés. On parle ici de lecture, de mathématiques, et puis de rendement scolaire général à travers la question de la moyenne scolaire. Alors, il n'est pas possible, il est absolument impossible de faire une journée GBG sans évoquer la toute première étude d'impact, qui est la cohorte de Baltimore. La cohorte de Baltimore, elle a été mise en place par l'équipe du professeur Kellam de l'université Johns Hopkins. Elle a regroupé 1196 enfants âgés de 6 à 7 ans durant l'année scolaire 1985-1986. Ce sont 41 classes, 19 écoles qui ont participé à l'étude, des écoles dans leur très grande majorité situées dans les quartiers pauvres de la ville. Les élèves ont pratiqué GBG en CP ou en CE1 et ils ont été suivis par l'équipe scientifique pendant 13 années jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 20 ans. Dès la première année d'implantation à Baltimore, la comparaison des classes GBG et des classes contrôle montre que les comportements agressifs et perturbateurs ont significativement diminué dans les classes GBG, ainsi que les comportements de timidité excessive. Et au collège et au lycée, on constate que ces mêmes élèves ont moins recours aux services de santé scolaire pour des problèmes d'émotions incontrôlées ou de conduite addictive. Et sur ce tableau, vous avez une sélection des résultats lorsque les bénéficiaires du programme GBG et ceux du groupe contrôle sont désormais âgés de 19 à 21 ans. À cet âge-là, il nous reste encore 77% de la cohorte initiale, ce qui est un taux élevé pour une étude dans ce type de population. Et il faut souligner que les résultats qui sont consignés dans ce tableau, comme dans toutes les études de haut niveau, sont certifiés toutes choses égales par ailleurs. Ça signifie qu'avec une marge d'erreur très faible, nous pouvons considérer que les différences observées entre le groupe GBG et le groupe contrôle sont bien dues au fait d'avoir pratiqué GBG ou pas, et qu'elles ne sont pas liées à d'autres facteurs qui sont renseignés par la recherche. Si vous regardez la première ligne, vous voyez que les tentatives de suicide et ou pensées suicidaires sont divisées par 2, chez les garçons comme chez les filles dans le groupe GBG, comparativement aux jeunes qui étaient scolarisés dans les classes contrôle. Les troubles de la personnalité antisociale sont réduits de 32% pour tous les bénéficiaires de GBG et de 52% dans le sous-groupe des garçons qui étaient considérés comme agressifs et perturbateurs en CP par leurs enseignants. Le tribunal pour mineurs, l'incarcération à l'âge adulte est réduit de 32% dans ce même sous-groupe. Vous voyez les 3 dernières lignes qui concernent l'impact significatif du programme sur la réduction de l'usage de substances psychoactives, les drogues illicites, l'alcoolodépendance et l'usage régulier du tabac. L'intérêt de ce tableau, il est de montrer l'impact du renforcement des compétences psychosociales sur l'augmentation du bien-être et la réduction des conduites à risque sur la longue durée, mais aussi de mettre en valeur leur impact sur la réduction des inégalités sociales de santé. Je parle de réduction des inégalités sociales de santé parce que les résultats sont renforcés chez les élèves les plus vulnérables au départ, ceux qui étaient considérés comme agressifs et perturbateurs par leurs enseignants en CP et qui sont, comme on le sait, des élèves à haut facteur de risque. Et cela, c'est une grande force des programmes de développement des compétences psychosociales qui favorisent l'équité parce qu'ils sont efficaces pour tous, mais d'autant plus chez ceux qui ont beaucoup de progrès à faire. Rapidement, vous pourrez lire le détail sur vos diaporamas. Ici, vous avez une sélection d'études d'impact spécifiques à GBG qui sont postérieures à cette première étude de Baltimore, dont la dernière a été publiée en 2021. Cette sélection, elle confirme notamment son impact sur la réduction des conduites addictives et sur la réduction des inégalités sociales. Elle montre également son impact sur la réussite scolaire avec une augmentation significative de l'obtention du diplôme de fin d'enseignement secondaire et puis l'amélioration de fonctions exécutives comme la concentration notamment qui perdure une fois les élèves arrivés dans l'enseignement secondaire.
Alors j'en viens maintenant à l'essai pilote GBG France, que GRVS a conduit à partir de 2015, en partenariat avec l'Académie de Nice et l'American Institute for Research, et comme je vous le disais, grâce au soutien de la MILDECA, de Santé publique France et de l'Agence régionale de santé PACA. Le transfert de compétences de l'équipe américaine et l'essai pilote se sont déroulés simultanément au cours des 2 premières années dans les Alpes-Maritimes, en collaboration à l'époque avec 35 enseignants, 660 élèves, une conseillère pédagogique et 2 inspectrices de circonscription, dont une, Madame Anne-Marie Ressac, qui était la principale référente du projet pour l'Académie. Et puis, lors de la 3e année, en 2017-2018, le CODES 83 a rejoint notre projet, parce que l'Académie de Nice est une petite académie, il y a 2 départements, les Alpes-Maritimes, où se situe le GRVS, et le département du Var. Donc, toujours dans l'Académie de Nice, le CODES 83 a rejoint notre projet et nous avons pu expérimenter notre propre capacité de transfert de compétences en formant leur équipe à l'accompagnement des enseignants et en supervisant leur implantation dans 2 écoles du département du Var. À l'issue de cette première expérimentation qui a généré une adhésion forte des enseignants et des élèves, l'AIR a validé l'adaptation du programme que nous avons faite pour la France comme étant conforme au modèle original. Le fait que GBG soit conforme, que GBG France soit conforme au modèle original, cela signifie que nous avons conservé la totalité des éléments qui ont été identifiés par la littérature scientifique comme les garants des bénéfices attendus. Et l'AIR nous a confirmé que les modifications qui ont été faites consistent en un enrichissement des tactiques mises à profit pour atteindre les objectifs du GBG, et ce, essentiellement grâce à des apports des sciences de l'éducation. Donc notre équipe du GRVS a été certifiée par l'AIR pour assurer la formation des enseignants et la formation de formateurs. Et puis, depuis 2018, nous poursuivons le déploiement du GBG dans les Alpes-Maritimes. Nous assurons la formation de formateurs au niveau national et le suivi du déploiement national en lien avec Santé publique France. Alors, je ne vais pas m'appesantir maintenant sur les effets positifs du GBG pour ne pas être redondante avec la session suivante, mais je voudrais cependant attirer votre attention, en plus des bénéfices sur les élèves, et ceci rentre en résonance totale avec l'intervention de Madame B précédemment, sur l'impact du GBG sur les gestes professionnels des enseignants, notamment lorsque les enseignants sont débutants ou lorsqu'ils sont en difficulté pour gérer les comportements en classe. Il faut réaliser une chose, c'est que les gestes professionnels GBG, en fait, sont loin d'être inédits. On n'arrive pas avec quelque chose que personne n'a vu avant, loin de là. Les gestes professionnels GBG, ils sont promus par les sciences de l'éducation dans une multitude d'ouvrages et de recommandations. L'avantage du GBG, c'est de les inclure dans un modèle structuré qui conduit les enseignants à les mettre en œuvre de façon ritualisée au cours de chaque séance GBG. Comme les enfants sont motivés pour gagner le jeu, ces enseignants observent immédiatement l'impact des gestes professionnels qu'on leur a recommandé de mettre en place durant ces séances. Enseignement explicite des comportements sociaux, génération du sentiment d'appartenance à un collectif, observation active du comportement et renforcement positif toujours argumenté au regard des progrès. Et cela, c'est la clé qui favorise la consolidation de ces gestes professionnels dans la pratique de routine. Les cadres de l'éducation nationale relèvent notamment un travail de groupe facilité et donc une augmentation très nette des séances de travail en groupe dans une même classe. Une pédagogie bienveillante facilitée grâce à une palette de stratégies concrètes et diversifiées. Une prise de recul et une différenciation en fonction des besoins des élèves grâce à la pratique de l'observation active. Et puis une transmission des consignes plus efficace grâce à l'apprentissage de l'enseignement explicite. Et je voulais terminer maintenant par quelques points essentiels à garder en tête pour introduire le retour d'expérience qui va suivre.
Le GBG, c'est une stratégie de gestion du comportement en classe basée sur l'observation active des élèves et le réinvestissement des données observées. L'observation active, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va permettre de mettre en place tous les gestes professionnels induits par les autres éléments clés du GBG. Les séances GBG se déroulent pendant les activités scolaires et permettent aux enfants d'expérimenter les comportements attendus par les adultes et d'en comprendre les bénéfices, séances dont le niveau d'exigence est progressivement relevé au fil du temps en fonction des objectifs pédagogiques de l'enseignant et des besoins du groupe classe. Et pour terminer, je voudrais que nous notions ensemble que le GBG, c'est une réelle approche systémique. La pratique du GBG permet de développer l'ensemble des compétences émotionnelles, sociales et cognitives durant le temps de classe. Mais dans les faits, de façon concrète, dans la vraie vie, les compétences psychosociales qui sont les plus travaillées sont orientées en réalité en fonction de deux facteurs essentiels dans chaque classe. D'une part, le diagnostic des besoins de la classe et d'élèves particuliers effectués par l'enseignant grâce à ces sessions d'observation active que les séances GBG permettent. Et d'autre part, la contingence de groupe, c'est-à-dire que la mise en œuvre des séances s'adapte continuellement aux événements non prévisibles qui surviennent dans la classe et lors des séances. Et en fonction des besoins des élèves et des événements qui surviennent, l'enseignant va construire différemment ces séances ultérieures, de même que ces retours réflexifs ou feedback qui clôturent chaque séance de façon systématique. Voilà, je vous remercie de votre attention.